nous sommes esclaves du temps parce qu'on nous a obligés à nous lever tôt pour être là à 10h. Et vous aussi, vous êtes esclaves du temps parce que vous êtes venus pour nous écouter ce matin et nous en remercions. Donc je vais présenter les invités qui participent à cette table ronde, en commençant... oui, merci. En commençant tout là-bas avec Claude Eken, qui est un auteur français, auteur de nouvelles et de romans de science-fiction, très célébré par la critique et qui a reçu deux prix Rosny Aîné, surtout pour ses nouvelles. Voilà. On peut citer, alors les nouvelles c'était La fin de Big Bang, Fragment lumineux du disque d'accrétion, et qui a reçu un grand prix de l'imaginaire en 2006 pour son recueil de nouvelles, Le monde tout droit réservé. Voilà, Claude est un grand spécialiste de science-fiction. À sa gauche, c'est Sylvie Denis, qui elle aussi est une auteure française, réputée aussi pour ses nouvelles et pour ses romans, qui a été aussi éditrice dans une vie antérieure. On peut citer dans son recueil de nouvelles Jardin virtuel, qui est toujours dispo, je pense, chez Folio, ses romans Haute École, qui a reçu le prix Julien Verlanger, et plus récemment La Saison des singes et L'Empire du Soleil. Voilà, elle est publiée chez La Tarente. À sa gauche, Péric Pitrou, qui lui n'est pas un auteur, mais qui est ethnologue et chargé de recherche au CNRS. C'est ça. Voilà. J'écris aussi des livres, mais voilà. Pas de fiction. Des essais. Et qui a créé l'équipe Anthropologie de la vie et de représentation du vivant. Il va nous expliquer de quoi il s'agit, de son domaine exactement de recherche. Voilà, donc ça sera le scientifique de la bande. À sa gauche, Valérie Mangin, qui est scénariste de bande dessinée. Bonjour. Qui a une formation d'historienne, donc il va peut-être nous éclairer sur le temps un petit peu, spécialisé dans l'Antiquité, je crois. Antiquité jusqu'à la fin de la période moderne. D'accord. Donc voilà, on va avoir son point de vue sur d'historienne et de raconteuse d'histoire aussi, puisqu'elle est scénariste. Alors, on peut citer Alix Sénator, les aventures du Alix de Jacques Martin, mais devenu adulte. Et puis des séries comme Trois Christ, Le Fléau des Dieux, etc. À sa gauche, Matt Sudain, qui a enfin réussi à mettre son casque. Bonjour. My headphones just broke. Also, all I can hear is French. C'est vrai? You have to change on the channel. Yeah. One moment. Okay. Donc Matt Sudain, qui est néo-zélandais mais qui habite à Londres, qui écrit pour la presse, voilà, journaliste, et qui a publié son premier roman en français, une traduction en anglais, qui s'appelle Théâtre des dieux au diable vaudin, et son prochain roman, Hunters and Collectors, qui est, si j'ai bien compris, un space opéra avec un critique culinaire. Je crois que c'est ça. Sortira, alors je sais plus, is it out in English? Il est sorti déjà en anglais? It hasn't been translated, but the lovely Sarah Dunk is starting work on it. Donc It's very exciting. bientôt traduit en français, toujours au diable vaudin. Pour commencer, je vais demander peut-être à Péric de nous donner son point de vue d'anthropologue sur le rapport au temps et les humains, voilà, sur la thématique de sommes-nous esclaves du temps. Alors, je vais commencer à effectivement faire quelques petites remarques préliminaires à partir de la science, mais de la science sociale ou des sciences sociales, m'appuyant à la fois sur l'ethnologie, qui est l'étude des sociétés humaines singulières, et sur l'anthropologie, qui est l'entreprise de comparaison des différentes cultures et des différentes manières de se rapporter au monde qu'on peut découvrir chez les humains. En plaçant la perspective des sciences sociales, il me semble important de dire tout de suite que la notion d'esclavage et le fait d'être esclave du temps invite, à mon avis, de façon privilégiée à une approche justement de type sociologique ou anthropologique, dans la mesure où parler d'esclavage par rapport au temps physique est un usage qui demeure métaphorique. Alors hier, évidemment, on a bien vu à de multiples reprises qu'il y a dans la dimension d'irréversibilité du temps physique
quelque chose qui s'impose à tous les êtres vivants et aux humains par excellence. De là à dire qu'il est question d'un esclavage, évidemment c'est plutôt un jeu sur les mots qu'une description réelle des systèmes de relations qui sont en jeu. Parler d'esclavage invite toujours à penser des relations interhumaines, sociologiquement établies, éventuellement codifiées par le droit, avec une inscription historique qui peut évoluer au cours du temps. Donc je pense que déjà en première remarque, on pourrait dire que soulever la question de notre état d'esclave par rapport au temps invite de faire intervenir non pas deux termes, l'esclavage et le temps, mais trois termes, le temps, le maître ou les maîtres et l'esclave ou les esclaves. C'est le premier point que je voulais souligner. Le deuxième étant de faire surgir, si vous voulez, la dimension construite du temps humain, le fait que face à ce temps irréversible qui s'impose à toute société humaine et à tout individu, eh bien, les humains construisent des dispositifs, non pas pour, à proprement parler, contrôler le temps, mais en tout cas pour l'aménager, pour le mesurer, pour organiser des coordinations d'action à l'intérieur, pour fixer des rythmes, tant et si bien que les humains ont élaboré depuis l'origine un certain nombre de techniques du corps, marquage du territoire, construction de calendrier, système de comptabilité ou d'écriture, qui permettent en quelque sorte non pas de se soustraire à l'emprise du temps irrémédiable ou irréversible, mais en tout cas d'y imprimer sa marque. Et ce qui est important de noter, c'est que c'est dans cette marque-là, dans cette construction technique, que quelque chose comme de l'esclavage peut apparaître. Alors on pourrait avoir une première façon d'envisager les choses concernant justement ce monde de la technique que les humains vont élaborer, en suivant les analyses d'un philosophe qui s'appelle Enrico Rosa, qui a décrit l'accélération dont nous faisons tous l'expérience dans les sociétés contemporaines, cette impression de toujours manquer de temps. Et ce philosophe montre très bien que c'est une impression qui n'émerge pas uniquement dans notre psychologie intime, mais qu'elle provient précisément des techniques que les humains ont mises en place pour exercer un rapport différent au temps. Moyens de transport, moyens de communication, système de mesure du temps, autant de façons, en quelque sorte, d'agir sur le temps, mais, nous dit Rosa, ce monde, en quelque sorte, peut devenir s'autonomiser, créer des systèmes et des rythmes propres et nous imposer, en quelque sorte, ce rythme-là que nous n'avons pas forcément choisi. Alors, c'est peut-être le premier sens qu'on pourrait donner au terme d'esclavage, ça serait une forme finalement de perte de contrôle face à un système immanent, un système qui se génère lui-même, sans qu'il y ait à proprement parler de maîtrise, de maître qui viennent commander et nous rendre esclaves. Alors si vous voulez, j'aurai d'autres exemples tout à l'heure, mais on peut peut-être commencer à discuter ces points-là pour faire circuler la parole. Claude, moi quand je passe à esclavage, je dirais que je pense au travail, évidemment. Comment on parle de maître et d'esclave, dans le cadre du travail, qui sont les maîtres et qui sont les esclaves du temps, en fait? Est-ce qu'il y a un lien comme ça, différent de celui que Péric explique? Disons que le patron était un peu le maître du temps. Il n'y aurait pas eu d'industrialisation s'il n'y avait pas eu une mesure et une découpe du temps. Dans toutes nos sociétés, le temps était un moyen de contrôle des choses. Au départ, on n'avait que le calendrier. Ensuite, on a eu l'horloge, et l'horloge permettait de rythmer un petit peu la journée. Et à partir du moment où il y a eu des montres un petit peu partout, il y a eu des horaires de travail, et il y a eu un découpage de temps de plus en plus précis. Et alors évidemment, avec le côté mécanique, la taylorisation justement, ça consistait en premier lieu, non pas de fabriquer des machines-outils, et avec un ouvrier derrière, mais de calculer le temps qu'il mettait à accomplir une tâche. Et à partir de là, on impose à chaque personne de faire sa tâche dans le temps qui lui est imparti, même si lui-même est peut-être moins rapide. Donc là, oui, l'esclavage commence, et c'est le patron qui commande, c'est celui qui détient l'horloge. On trichait d'ailleurs, puisque à certaines horloges à l'entrée de l'usine, on y mettait un poids.
ce qui lui permettait parfois d'accélérer certaines choses. Donc il commençait parfois plus tôt, il finissait beaucoup plus tard, il s'en rendait compte en rentrant chez lui. Et on interdisait par endroits à l'ouvrier d'avoir sa montre. C'était un motif de licenciement, puisqu'il était en train de calculer, lui, le temps qu'on lui donnait, le temps qui lui était imparti et qui n'était pas celui qui était indiqué par l'ordre. It's interesting, the point you make. There was another moment where in the 19th century we crossed over into continental time, so we adopted the European mode of time, so what it meant was that there would be 11 days missing, and there were riots in Britain at the time. Someone in Bristol died. People were taken to the streets saying, "Give us back our time, give us back our 11 days," as if those things existed. And the way we make ourselves slaves to time. There was a woman that I met when I was traveling in Thailand, and she worked in a hotel near the bridge on the River Kwai. And I met her, and she was really nice. She had perfectly, almost luminescently pale skin. And we got talking, and I said, "What did you do before this?" And she held up her hand and said, "Can't you see?" And I didn't really understand. She said, "I worked in a sweatshop." So she worked in a factory, and her day was insane. It lasted 18 hours, and then she would be given a few hours sleep. And they didn't see the sun, and so she turned this shade of white that she would never get back. Her whole biological clock was changed, and that seemed insane to me because I was aware of the workers in the 19th century who had their watches taken away. I think it's one thing to no longer be able to know what time it is, but imagine having the sun taken away as well. Even those Victorian workers could look out the window. They could see the sun rising and falling and knowing when their torture would end. But of course,